Introduire bien évidemment nos conférenciers et les présenter. Merci Pascal d'être avec nous. Merci. C'est un téléphone. Une dernière petite sonnerie. C'est moi qui stoppe. Bien. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et merci d'être au début de cette table ronde. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Et si je rapproche le micro maintenant, c'est plus net? Non, pas bon. Ça va? Ok, bon, on va essayer de régler au fur et à mesure en évitant le Larsen. Merci tout d'abord d'être au rendez-vous de cette table ronde annuelle, la 7e organisée par la loge Robert Gamzon du Bnei Brit. Le thème du colloque de cette année, vous le suivez depuis ce matin, le peuple, le livre, la terre, 3500 ans de relations entre le peuple juif et la terre sainte autour d'une exposition. Une exposition qui a été co-organisée par l'UNESCO et par le centre Simon Wiesenthal et qui a été présentée le mois dernier au siège de l'UNESCO à Paris, alors qu'elle devait initialement avoir lieu en décembre dernier. Et cette exposition, c'est presque un cas d'école. Comment un travail historique dans le cadre d'une organisation internationale dont la mission est de promouvoir la paix par l'éducation a pu devenir un enjeu politique, une épreuve de force diplomatique et l'objet d'une campagne de détournement et de censure. Tout autour de cette exposition a suscité les passions et aussi parfois les malentendus. Alors pour nous aider à y voir plus clair et aussi à remettre les choses en perspective, nos trois invités que je vais vous présenter tout de suite, notre ami journaliste Richard Darmon, mais aussi les deux acteurs principaux de cet événement, peut-être même de ce psychodrame, qui ont accepté de participer à notre débat. Alors comme toujours, la première partie de la table ronde se déroulera entre nos trois invités. Dans la seconde partie, vous pourrez bien sûr intervenir et pour poser vos questions. Alors je commence d'abord par vous présenter nos invités. Le professeur Robert Wistrich, historien, titulaire de la chaire Neuberger d'histoire européenne moderne de l'Université hébraïque de Jérusalem et directeur du Centre international pour la recherche sur l'antisémitisme Vidal Sassoon. Professeur Wistrich, vous êtes l'un des plus éminents spécialistes de l'histoire du peuple juif et de l'antisémitisme, auquel vous avez d'ailleurs consacré de nombreux ouvrages, et vous êtes l'auteur de l'exposition dont nous allons parler cet après-midi. Dr Shimon Samuels, vous êtes le directeur des relations internationales du centre Simon Wiesenthal, dont vous dirigez le bureau européen. Vous avez également été, entre autres fonctions, directeur pour l'Europe de l'Anti-Defamation League et le directeur pour Israël de l'American Jewish Committee, si je ne me trompe pas. Et dans le cadre du centre Wiesenthal, vous êtes évidemment en première ligne dans la lutte contre l'antisémitisme en Europe, et aussi ces différentes manifestations telles que le boycott d'Israël ou sa délégitimation, notamment dans les organisations internationales. Et c'est à ce titre, et vous allez nous l'expliquer, que vous avez été coordinateur de cette exposition. Richard Darmon, nos amis vous connaissent, vous êtes journaliste, conférencier et auteur, et on peut lire régulièrement vos analyses politiques et diplomatiques sur Israël et le Proche-Orient, notamment dans les colonnes d'Israël Magazine et de Hamodia. Alors, on va commencer d'abord par essayer de rendre les choses un peu plus concrètes maintenant. On a parlé de cette exposition en théorie et on va essayer de vous montrer pour que vous compreniez, puisque vous étiez à Jérusalem au moment où l'exposition a eu lieu à Paris, bien un petit peu plus clairement de quoi on parle. Alors, le docteur Samuels a très gentiment proposé de nous apporter une présentation PowerPoint avec un certain nombre d'illustrations, notamment les panneaux de l'exposition que vous allez pouvoir voir sur l'écran dans un instant. Et comme ça va vous aider à toucher du doigt, à comprendre un peu mieux, clairement, de quoi il est question. Bon, alors, pour ne pas se disperser, ne pas perdre de temps dans le débat, nous allons commencer avec monsieur le professeur Wistrich et justement ce qu'il a en fait lui à dire sur le contenu de cette exposition, puisqu'il en est l'auteur. Donc nous allons revenir en fait au cours de la discussion sur les problématiques et les points sensibles. Ce que j'aimerais maintenant, pardonnez-moi, professeur Wistrich, c'est que vous nous donniez
D'abord, les grandes lignes qui ont guidé votre travail et comment vous avez défini les aspects historiques, culturels et spirituels du contenu de cette exposition. Bon, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je peux dire que quand on m'a proposé d'écrire le texte et d'être responsable aussi de synthèse des textes et des images pour cette exposition, j'étais fort sceptique, j'avais des doutes qu'un tel projet verra jamais le jour. Ça fait exactement 2 ans que le rabbin Hayer, qui est le directeur du centre visital à Los Angeles, est venu à Jérusalem. Il m'a invité à son hôtel, je ne savais pas de quoi il voulait me parler. Et puis, il m'a expliqué l'idée qui vient de lui, qu'il a proposée au directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova. Tout de suite, je l'ai dit, en connaissant le passé de l'UNESCO et surtout son orientation anti-israélienne qui ne fait pas de doute pour personne, je ne voyais pas comment, même si j'accepte une telle tâche énorme, immense, qui fait presque peur, même si comme moi, on enseigne l'histoire juive depuis des années et des années à l'université hébraïque, maîtriser toutes les matières, c'est déjà une tâche qu'en général, on donne à une équipe de 20 auteurs qui chacun va écrire son chapitre. Donc déjà, c'était difficile. Finalement, il m'a convaincu qu'il y avait une possibilité réelle que ça aboutisse. Et bien sûr, j'ai compris, dans le contexte actuel que nous vivons, l'importance primordiale de faire une telle exposition à un moment où on voit, et mon collègue Shimon Saïd certainement va ajouter et parler de cela, où il y a un récit palestinien qui domine de plus en plus tout ce que le monde pense, y compris les gens éclairés, entre parenthèses, ce qu'ils imaginent être l'histoire de ce pays où nous vivons. Et ce récit-là nie tout lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. C'est comme si le peuple juif n'a jamais été ici. Et si oui, alors seulement comme une minorité tolérée par la bienveillance, et surtout de l'islam, etc. Donc, l'idée même qu'il y a eu un temple, un premier temple, un deuxième temple, a été niée formellement par le chef palestinien Yasser Arafat, par son successeur, par Ikrima Sabri, qui était le grand mufti de Jérusalem. Je n'ai pas besoin de rajouter. Ça n'a jamais existé. Donc, premier but de cette exposition a été de rétablir la vérité, pas de faire une œuvre de propagande, ni de hasbara, parce que quand même c'est évident dès le début que jamais on peut faire passer un truc pareil à l'UNESCO s'il y a le moindre soupçon qu'il s'agit de la propagande zioniste et ou israélienne. Et d'ailleurs, on nous a reproché, et moi-même, quand j'ai dû faire face, il y a 1 an, à Paris, à des représentants scientifiques nommés par l'UNESCO, bien sûr, ce reproche a été entendu. Oui, vous montrez une image d'Israël
qui est de loin trop en rose, n'est-ce pas? Qu'il faut montrer les fautes, on n'a pas dit encore les crimes d'Israël, mais on dit les fautes, les faiblesses. Et que vous êtes de loin trop optimiste en montrant Israël de nos jours. Ne parlons pas de la question capitale de la continuité. Parce qu'un début, pour moi, de cette exposition a été de montrer d'abord la présence physique à toutes les époques du peuple juif sur le territoire, sur la terre d'Israël, même pendant les époques où les puissances qui dominaient le pays ont persécuté les Juifs, ont tout fait pour les empêcher d'y rester. Il y avait toujours un noyau, il y avait toujours une présence juive. Et ça, c'est pas connu dans le monde aujourd'hui. Il y a l'histoire de l'exil et du retour, ce qui d'ailleurs correspond au récit zioniste, qui en tant que tel n'est pas toujours très exact. Alors, il fallait montrer cela. Il fallait montrer que pour le judaïsme, la terre d'Israël est un axe fondamental de la foi religieuse et de la conscience juive. Que sans cette terre, je pense qu'il n'y a pas une vie authentique juive, ni un judaïsme qu'on peut vivre pleinement. Bien sûr, il y a des controverses là-dessus, parmi les juifs eux-mêmes. Bien sûr que dans la diaspora, ce n'est pas forcément une position qui est acceptée. Mais c'est très important de montrer que toujours, même aux époques où l'idée qu'il y aura un renouveau juif, n'en parlons pas d'une souveraineté juive rétablie en Eretz Israël, même quand ça paraissait tellement lointain, utopique, sans espoir réel, pour de bonnes raisons, c'était vraiment très difficile pour les Juifs au Moyen-Âge, par exemple, de parvenir ici. Même pendant ces époques-là, la terre d'Israël assumait une importance remarquable. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai fait mes recherches, parce que je ne me suis pas posé particulièrement dans le passé sur ce problématique. Et je me suis rendu compte que souvent, en parlant du sionisme, du judaïsme, de l'histoire juive, on manque d'apprécier ce que ça représentait sur le plan religieux, sur le plan spirituel et mystique, sur le plan rituel et des prières, la liturgie, tant de coutumes juives, enfin, qui sont liées à Eretz Israël. Et le zionisme ne prend son vraie ampleur que dans ce contexte-là, même si le zionisme moderne, comme moi-même, j'avais pensé pendant aussi très longtemps en enseignant le sujet, semble être à première vue principalement laïque, un mouvement tout à fait terre à terre, un mouvement politique qui n'est pas forcément lié au judaïsme, mais parfois a eu des conflits importants. On connaît bien cette histoire-là de l'antizionisme juif, à la fois orthodoxe, ultra-orthodoxe, réformiste,
les assimilationnistes, les bundistes, les socialistes juifs, etc. Ça a été un courant très puissant. N'empêche pas que le sionisme n'aura jamais pu exercer cette influence profonde s'il n'y avait pas dans les rêves, dans les prières, dans la liturgie, dans la poésie du peuple juif, ce lien tellement fort. Maintenant, les problèmes avec l'UNESCO en composant ce texte, et j'ai été obligé, évidemment, de m'adapter à des exigences souvent assez dures pour un universitaire qui n'est pas habitué d'avoir une sorte de comité de surveillance sur lui, qui doit lui expliquer que ça ne va pas pour telle ou telle raison politique. Et bien sûr, tout ça a été dit d'une manière subtile. Il n'y avait pas une censure ouverte, mais quand même, c'était une sorte de censure subtile. Et c'était clair que certaines choses ne peuvent pas passer. Pour ne donner qu'un exemple qui me tient à cœur, qui m'a fort gêné, c'est l'exemple, la seule chose que je regrette vraiment, et on va le corriger à l'avenir, c'est la question des Juifs des pays arabes. Parce que j'ai écrit un panneau très détaillé sur le sort des Juifs des pays arabes, en entrant dans tous les détails de ce qui s'est passé à ces Juifs et ce qui se passe après qu'ils sont venus en Israël, après la création de l'État d'Israël. Et finalement, ils l'ont enlevé complètement. Maintenant, c'était le prix à payer, évidemment, dans les rapports de l'UNESCO avec les pays arabes. Et la seule chose que j'ai pu faire, et quand même je l'ai fait, c'est de faire entrer ici et là dans d'autres panneaux des références à ce qui est arrivé réellement. Et là même, je donne un seul exemple parce que c'est quand même représentatif, ça indique quelque chose. Dans un autre panneau sur le développement du jeune État israélien, je donne un chiffre sur le nombre de Juifs sortis des pays du Maghreb et du Levant qui vivaient en Israël en 1968. Et c'était 50% de la population israélienne. Alors, tout de suite, je reçois une réaction, on veut les références, comme si je fais un exercice académique avec des footnotes pour une exposition, ce qui n'est pas habituel. J'ai donné des références, the Israel Statistical Yearbook, avec les références de pages, etc. Ils m'ont obligé de le mettre dans le texte même, sur le panneau, pour se protéger, je suppose. Quand j'ai prouvé que c'était vrai, ils ont accepté. Même chose sur un autre panneau, concernant la position de l'URSS au moment de du vote pour la partition en novembre 1947. Alors, comme certains d'entre vous certainement se souviennent, le représentant de l'URSS, Andrei Gromyko, a tenu un discours assez pro-zioniste, étonnant, pour expliquer pourquoi l'URSS est pour le partage de la Palestine et la création d'un État juif. Et il parlait d'un lien historique très fort entre le peuple juif et la terre d'Israël. Une chose inouïe pour un communiste, parce que les communistes, pendant des décennies, ont nié tout cela. Et d'ailleurs, ils continuaient quelques années plus tard de revenir à leur position
dogmatique. Alors, ils ont été stupéfiés à l'UNESCO parce qu'on a oublié tout ça. Et alors, j'ai dû apporter les preuves dans les archives de l'ONU. Voilà, quelques exemples. Bien sûr, il ne fallait pas toucher au vif de notre sujet en ce qui concerne les guerres d'Israël et les pays arabes, la violence, le sang qui a été versé. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas faire référence, mais on était obligés de les diminuer. Et là, ils avaient leur explication, parce que c'est une organisation pour prôner l'éducation, la culture, la science. Donc, à cause de cela, et aussi avec des conseils de mon ami Shimon Samuels, j'ai pris en compte les sensibilités de l'UNESCO pour les questions de l'éducation, pour les questions des droits de l'homme, même si c'est de la hypocrisie pure. Mais il faut tenir compte, il faut montrer, et c'est ce qui a été fait dans cette exposition, et finalement, paraît-il, à la satisfaction de ceux qui ont accepté, ils ont accepté la preuve, ils ont accepté la fin. C'était la démonstration d'une certaine correspondance entre les valeurs juives de base qui remontent jusqu'à Moïse et la Torah, et toutes les sources juives, rabbiniques, talmudiques, etc., et les valeurs qu'une organisation internationale comme l'UNESCO prétend de représenter. C'est-à-dire la justice sociale, la compassion pour les faibles, pour les opprimés, être sensible à la souffrance, reconnaissance de l'autre, le pluralisme, la tolérance, le dialogue entre les cultures et les religions. Bien sûr, ça c'est les valeurs. Il fallait montrer, d'ailleurs, Mme Bokova, chaque fois qu'elle a dû dire quelque chose à ce sujet, toujours elle dit, cette exposition doit montrer les valeurs de l'UNESCO et dans la mesure que le peuple juif incarne dans son histoire, son héritage incarne ces valeurs, ça l'a donné une sorte de bouclier contre toutes les critiques certainement qu'elle a dû elle-même subir. Parce que c'est évident qu'elle avait des conseillers. On savait ça très bien. Elle avait des conseillers qui ont voulu saboter cette exposition dès le début. Et c'était tout à fait clair. Et je ne veux pas entrer dans toutes les intrigues parce que j'étais au courant, je savais, il fallait mettre tout ça à part et se concentrer sur la tâche scientifique, montrer que tout ce qui était écrit et dans les textes a été solide, on pouvait le prouver, c'était des choses que les scientifiques peuvent accepter. Finalement, malgré le fait qu'il y a eu une certaine censure entre virgules, comme ça, je pense que c'est étonnamment zioniste. Quand on regarde bien à la fois les images et les textes, on ne peut pas se tromper que là, on comprend vraiment qu'il y a un lien organique extrêmement fort entre le peuple juif et cette terre d'Israël, et c'est ça qui représente, pour moi en tout cas, la victoire qu'on a pu avoir, une petite victoire, mais symboliquement importante. Merci, professeur Lustig. C'était extrêmement